C'est bon? Merci, bonjour à tous. Voilà, première fois au cercle de l'harmonie. Super. Alors déjà, il en manque un, il est au bar, voilà. Il est en train de... Il faut arrêter de voir, quand on est intervenant, on passe pas sa vie au bar. Hein? Donc, garde la tête, on est actuellement 4 réparateurs, on va dire, moi-même, là-bas, et Blagoy qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est effectivement intervenu très régulièrement. Donc c'est un collectif qu'on a créé en 2022, il y a déjà 2 ans. Comme ça pour la caméra. L'idée c'était que sur Aubagne, il n'y avait pas forcément de Repair Café qui permettent aux gens un peu d'avoir des informations sur la réparation, sur les logiciels, etc. Et puis très vite, on a réussi à fédérer plusieurs personnes, à avoir des gens régulièrement qui viennent Repair Café. Et on essaye de faire ça plutôt itinérant, c'est-à-dire on le fait un peu chez moi à Ikimia, mais on va le faire dans des bars, à la médiathèque. Voilà, on va pouvoir tourner un petit peu. L'idée c'est de promouvoir la réparation, la durée de vie, mais aussi les logiciels libres, évidemment. Et on aimerait un peu plus développer autour de l'électroménager. Et j'ai ramené quelques trucs d'électroménager à réparer aujourd'hui pour qu'on amorce un peu ça. On avait une personne qui était plutôt bien, mais elle n'est pas venue. Donc, très simple, on va essayer de parler un peu des causes de l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou non rapidement. Après, donc ce sera Reda qui va vous parler de l'obsolescence des téléphones. Et après, ce sera Ludovic qui va vous parler de l'obsolescence des ordinateurs. Donc l'obsolescence, comment est-ce qu'on définit l'obsolescence d'un produit? On essaye de la définir en disant que c'est ce qui va vous limiter ou bloquer votre utilisation d'un produit. Typiquement, une machine à laver, elle se met à fuir, elle ne fonctionne plus, là, carrément, vous êtes bloqué pour l'utilisation de ce produit. Vous cherchez à la réparer, vous ne pouvez pas la réparer. Il y a plusieurs causes à l'obsolescence. Ça peut être, alors vous voyez, j'ai fait des ronds, j'ai essayé de faire des ronds, alors ça s'applique plus à l'informatique, à la technologie, qu'à l'électroménager, mais ça peut être plusieurs choses. Le manque de pièces. Je veux réparer ma machine à laver, je ne trouve pas les pièces, je cherche sur Internet, la pièce n'existe pas. Ça, c'est une des premières causes. C'est pour ça que c'est quand même un rond assez important. L'obsolescence imposée au niveau matériel, c'est-à-dire que le fabricant, typiquement, au moment où il a conçu et fabriqué le matériel dans son usine, il a indiqué une date, et ça on l'a vu dans certaines imprimantes il y a 10 ans, une date d'obsolescence pour être certain qu'à partir de cette date-là, les gens ne pourront plus utiliser l'appareil. Donc ça c'est évidemment interdit. On a réussi contre certains fabricants, notamment Apple, à montrer que vous pouvez avoir une obsolescence imposée et à les faire condamner par la justice. Mais vous voyez la taille du rond rouge, c'est quand même assez rare qu'un fabricant sciemment mette une date d'obsolescence programmée dans un produit, ça reste quand même assez rare. Et ce qu'on a très fréquemment, que ce soit en informatique ou dans la téléphonie, ça va être l'obsolescence imposée au niveau des logiciels. C'est-à-dire que votre appareil, il démarre toujours, il a toujours une batterie qui fonctionne, mais vous avez un problème de logiciel, c'est-à-dire que pour être compatible avec Internet, par exemple, votre téléphone ne peut plus fonctionner, il n'est plus compatible avec l'application X ou Y, et vous êtes, à cause de l'aspect logiciel de cet appareil, vous êtes poussé quelque part à en changer, et c'est une obsolescence qu'on peut évidemment, on va le voir, facilement contourner. C'est surtout sur cette obsolescence logicielle qu'on va pouvoir vous aider à trouver des solutions. Sur l'obsolescence matérielle ou par manque de pièces, c'est pas évident. On peut vous imprimer des pièces à l'imprimante 3D, mais on ne va pas vous usiner une pièce qui manque pour la machine à laver, ça va être assez difficile. Par contre, ce qu'on peut au niveau législatif, grâce à votre gouvernement, c'est imposer en fait aux fabricants une durée minimale de fourniture des pièces de rechange.
Et on a fait un indice de réparabilité qui comprend la date de fourniture des pièces. C'est-à-dire, vous achetez une machine à laver, le fabricant va s'engager sur un certain nombre d'années à vous fournir des pièces de rechange pour la plupart communes. Et les smartphones, c'est à notre ami Reda que je passe la main. Alors, donc là pour les téléphones, on voit un petit peu l'usage qu'on a fait. Donc, vous avez la courbe en bleu, c'est les ordinateurs en fait, le nombre d'usagers. Donc qui descend avec le temps. On a les téléphones en vert qui augmentent. Les tablettes en violet qui sont vraiment pas trop décollées. Après on a les consoles de jeux vidéo, c'est un peu plus marginal. Voilà, on a un petit peu. Mais voilà, on est vraiment passé à une époque où, quand les téléphones ont commencé vraiment à exploser, on a eu de plus en plus d'utilisation d'Internet en fait directement avec notre téléphone. Les gens ont un petit peu délaissé au fur et à mesure les ordinateurs. Donc on a vu que ça a bougé. Voilà. Avant, si on voulait faire des choses par email, il nous fallait un ordinateur absolument. Maintenant, on peut faire des choses par téléphone, donc il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément un ordinateur chez eux. Plus fort. Voilà, donc qui vont faire avec leur téléphone. Donc on voit bien là, vers 2017, on a eu un peu une bascule, alors ça s'est renversé plusieurs fois. Et on avait presque un équilibre, et là, franchement, sur ces dernières années, on voit que l'ordinateur redescend encore un petit peu. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'utilisation de plus en plus forte des téléphones. Voilà, et donc l'obsolescence logicielle, en fait, c'est simplement que les développeurs vont créer un nouveau système, voilà, avec des nouveaux services. Les créateurs, donc c'est-à-dire les développeurs des applications, vont suivre un peu le mouvement. En fait, ils vont soit créer, soit adapter leur application déjà existante sur les systèmes les plus récents. Et avec le temps, les applications vont nécessiter la dernière version du système. Donc si vous avez un téléphone un peu ancien, vous allez devoir changer de smartphone. Alors j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu ça, que WhatsApp, là, il va délaisser... Oui. C'est toi qui l'as fait passer. Oui, WhatsApp va bloquer Android 5. Et iOS... iOS, je ne sais plus combien, ouais. Je crois, un truc comme ça. Donc là, ça va faire beaucoup de gens, parce que WhatsApp a vraiment un impact, un impact sur les gens qui est vraiment qui est très important. Hein. Voilà. Donc on va avoir plein de gens qui vont venir nous voir en disant bah, aidez-moi, parce que moi, j'ai pas envie d'acheter un nouveau téléphone juste pour WhatsApp. C'est un peu normal. Ça. Donc après, on vire le téléphone, on prend un nouveau. La publicité, elle pousse un peu sur ça, parce qu'on est toujours en train de vous vendre le dernier modèle. Et comme tu viens de le dire, vu que tout le monde abandonne son ancien téléphone qui a l'ancienne version, Apple peut dire bah, effectivement, regardez, tout le monde a la dernière version puisque ceux qui avaient une ancienne ont mis leur téléphone dans le tiroir, il n'allume plus. Et ce que fait Apple, c'est qu'ils vont vous afficher pas les smartphones qu'ils ont vendus, mais les smartphones qui se connectent à Internet, quoi. Donc mécaniquement, bah, c'est bon, tout le monde a la dernière version, on continue. Pourquoi on va s'arrêter? On continue et ça met de côté effectivement plein d'appareils qui auraient pu être potentiellement gardés. Ouais. C'est ça. Puis comme c'est valorisé, bah, ça pousse aussi en se disant bah, tiens, mon téléphone, c'est pas le dernier. Peut-être j'ai envie d'avoir le dernier. Tout le monde autour de moi. Une pression sociale, ouais, une pression sociale. Pas le dernier. Et encore là, on est des adultes, mais quand vous êtes au collège ou au lycée, c'est encore pire cette pression sociale. Ouais. Donc ça pousse. Et voilà, donc il y a régulièrement des nouveaux téléphones, mais du coup, on produit, on jette, donc on parlait un peu de technologie tout à l'heure. Voilà, ça pousse aussi à l'extraction des ressources, des métaux rares notamment, et les déchets. C'est pas super idéal. Donc, pour voir un petit peu les aspects logiciels, donc on a à peu près 30% de téléphones Apple sur les systèmes iOS, et à peu près tout le reste, 70% sur Android. Après, il y a d'autres systèmes qui sont un peu plus à la marge, on va dire. Voilà. Donc, pour les téléphones et les tablettes Apple, donc, ce sont des déchets numériques gravés. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le marché, ils ont une date d'expiration, en fait. Sauf que ce ne sont pas ni des fruits ni des légumes. Donc, ça les faire venir un peu plus.
Et donc, vous avez ce site web, là, iOS.com. Vous pouvez aller sur ce site, rentrer la référence de votre machine, et vous pouvez savoir quelle est la date programmée de l'arrêt de votre machine, qu'elle soit en bon état. Alors, c'est une obsolescence logicielle. Hein. Là, on parle bien de logiciel. Hein. Le téléphone ne s'arrête pas du jour au lendemain, mais on sait que mécaniquement, ce téléphone-là, au bout d'un moment, n'aura plus accès aux applications. Et chez Apple, ce cycle application, système, obsolescence est très rapide. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 3 dernières versions du système iOS, vos applications ne vont pas fonctionner, quoi, globalement. Et c'est un peu la même chose sur les PC Mac. J'imagine des genres de pop-up, des messages qui vont dire attention. Ah, c'est direct. C'est-à-dire vous voyez WhatsApp par exemple dans l'App Store, vous cliquez sur installer, il vous dit bah non, vous pouvez pas, il vous faut telle version minimum, voilà. Et il n'y a aucune alternative qui est proposée en disant vous pourriez installer l'ancienne version qui peut-être vous rendra service. Non, c'est fatidique. Et le fait que ça ne propose pas d'alternative dans l'interface, les gens disent ah bah oui c'est fini, il faut que j'aille en acheter un autre. Ce qui est, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour Apple. Pour Android en fait, alors à la base c'était un projet libre, c'est un système open source. Ah, ça va. Les gens peuvent travailler avec. Nico, il arrive le 4e. Ça a été acheté en 2005 par Google. Ils ont bien fait, je pense qu'ils ont senti que c'était un projet qui avait de l'avenir. Et eux, ils ont mis les moyens dedans, donc ça a explosé. Et donc aujourd'hui, on a à peu près quasiment 100% des téléphones qui sont des Android avec Google dedans. Mais on a des options pour faire ce qu'on appelle libérer, c'est-à-dire avoir une version d'Android qui ne soit pas forcément liée à Google. Donc il en existe plusieurs des systèmes comme ça. Celui dont on parle, s'appelle iOS, donc pas à confondre avec EOS. Non, faut EOS. Dit EOS, ouais. Pas iOS comme Apple, mais EOS. On aurait pu trouver un nom un peu plus simple. Voilà, donc c'est une fondation qui a en fait réussi à développer une version d'Android en extrayant toutes les parties liées à Google. Donc on n'est pas obligé d'avoir les services Google qui vont aller sur le Play Store, ça on peut utiliser d'autres choses. Donc ça permet d'avoir un système donc un peu plus respectueux de la vie privée, qui n'est pas lié à cette obsolescence programmée logicielle, mais en même temps qui permet d'accéder aux applications que tout le monde a l'habitude d'utiliser. Voilà. Moi j'utilise un autre système alternatif, mais qui ne fonctionne pas sur Android, et donc je n'ai pas accès aux applications, ce qui peut être des fois un peu compliqué. Donc je fais les choses différemment. Ce système-là permet un peu de ne pas se marginaliser par rapport au reste de la société, tout en essayant de se protéger un peu. Et surtout, ça permet de prolonger la vie de l'appareil. C'est-à-dire, si vous prenez soin de votre téléphone, ne le jetez pas par terre, ne le faites pas tomber dans l'eau, il va bien fonctionner. Vous pouvez éventuellement changer l'écran ou la batterie s'il y a un souci. Mais d'un point de vue logiciel, il ne va pas être c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est un petit résumé des bonnes et des mauvaises marques en fait si on a envie de libérer un téléphone. Alors le bootloader c'est un logiciel d'amorçage en fait, c'est comme le starter d'une voiture, c'est ce qui va permettre de démarrer le téléphone. En fait, il faut pouvoir le débloquer pour pouvoir installer un autre système. Si vous ne pouvez pas débloquer ce logiciel-là, vous ne pourrez rien faire avec. Et donc dans les marques un peu rouges à éviter, donc on a Apple, Console, Huawei, Asus, ce sont des marques qui ne permettent pas ou ne permettent plus de débloquer l'amorçage de ce logiciel. Voilà. Après au milieu vous avez Xiaomi, Motorola, Sony. C'est possible, c'est un peu plus compliqué. Voilà, des fois il faut s'inscrire sur une page web, il faut faire une demande, on reçoit un code, sauf que si la page web, on décide de ne plus l'alimenter, la marque dit voilà, je ne joue plus de ça, vous n'allez plus avoir des solutions pour débloquer votre téléphone. Et donc vous avez en haut les bonnes marques, donc on a Samsung. Ça tombe bien parce qu'il est assez populaire, assez fréquent. Vous avez Google, en fait, qui fait des très bons appareils. Donc
même s'ils les vendent bien sûr avec Android, version Google. Ils sont assez ouverts d'un point de vue matériel, ils sont ouverts à ce qu'on puisse un peu travailler dessus. OnePlus, je pense que je ne connais pas, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, et alors le meilleur élève de tous, c'est le One, qui est un peu plus cher, évidemment. Mais lui, donc il est totalement ouvert. Et c'est même encore mieux que ça, c'est-à-dire sur le site web de Fairphone, vous allez avoir des tutoriels, ils vont vous expliquer comment faire les choses, ils vont vous aider à le faire. C'est même pas, c'est possible, ils sont là pour vous tenir la main et vous aider à le faire. Et en plus de ça, d'un point de vue matériel, comme c'est un téléphone modulaire, vous pouvez aussi, en cas de panne, changer l'appareil photo, changer le micro, changer la batterie. Vous pouvez changer un peu ce modèle-là. C'est vrai qu'à l'achat, ça peut être un peu plus cher, mais sur le long terme, vous pouvez espérer faire durer votre matériel plus longtemps. Et si en plus, la partie logicielle n'est pas bloquée, ça fait des téléphones qui peuvent avoir des durées de vie assez grandes. Voilà, le record, c'est le Fairphone 2, parce qu'ils ont assuré une maintenance logicielle et matérielle pendant 7 années. Ça n'avait jamais été fait jusque-là. Et je pense que je vais avoir des micro juste lancé là. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Et voilà, avant de passer aux ordinateurs, donc on a. On est quand même pas notre préparé pour ça qui marche. Ça marche, Paul? Ouais, bien. Allô, allô, c'est bon? Oui, c'est voilà. Donc, on a en fait un plateau technologique, c'est-à-dire que quand les premiers smartphones sont sortis, on était dans une phase de progrès. On a une courbe qui monte. Chaque nouveau système, chaque année, on avait des nouveaux téléphones, on avait des nouvelles fonctionnalités, des matériels plus performants. Sauf qu'on est arrivé à peu près là en 2018 à un plateau. Je ne sais pas si vous entendez mieux. Vas-y, encore. Ça va, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, on n'avait plus vraiment des téléphones qui révolutionnaient ceux de la génération d'avant. Voilà, on arrivait à un certain plateau parce qu'on arrivait à des téléphones qui... On ne pouvait pas les faire plus grands, c'est-à-dire que moi quand j'étais gamin, quand j'étais au lycée, quand on a eu les premiers téléphones portables, c'était la course à la miniaturisation. On avait des téléphones toujours de plus en plus petits, jusqu'à arriver à ce qu'on ne pouvait plus appuyer sur les touches tellement c'était petit. Après ils ont changé, c'était plutôt des écrans en couleur, de plus en plus de couleurs, etc. Donc, les smartphones, en fait on est arrivé avec des téléphones de plus en plus grands, avec un plus grand écran pour pouvoir encore mieux regarder YouTube, mieux surfer sur Internet. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez un téléphone qui commence à avoir la taille d'une tablette, c'est bien un gros téléphone quand même. Donc, on s'est un peu arrêté à ce moment-là. Les écrans sont devenus de plus en plus performants. On a des qualités maintenant d'image qui sont assez spectaculaires sur le téléphone. Les appareils photo aussi, on a des appareils photo qui sont très très performants. Il y a quelques années de ça, je sais que Sony avait même plus ou moins arrêté de faire des appareils photo. Ils avaient décidé de concurrencer directement le marché appareil photo avec leur téléphone portable. Voilà. C'était un peu ambitieux, mais ils voulaient juste, avec des smartphones, aller directement prendre des parts de marché des gens qui achetaient des appareils photo, parce que les appareils étaient très performants. Voilà. Et d'un point de vue maintenant puissance, on a des ordinateurs avec des capacités de stockage, des processeurs de la mémoire libre qui sont du niveau des ordinateurs actuels maintenant. Donc, on est arrivé à un moment donné, on n'a pas vraiment besoin d'exploser plus. Et c'est vrai que là, le truc à la mode maintenant sur les affiches publicitaires, c'est l'intelligence artificielle embarquée. Voilà. C'est-à-dire que votre téléphone, vous allez lui parler, il va vous écrire un mail, il va vous écrire un SMS à votre place, il va faire des trucs. Alors, est-ce qu'on est sur des fonctionnalités qui apportent un plus, ou est-ce qu'on est sur du gadget? Après, c'est chacun qui voit. Donc, voilà. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui de changer un téléphone qui a quelques années d'existence pour avoir l'intelligence artificielle embarquée. Maintenant, je cède la place à Ludo. Alors pour l'ordinateur, c'est un peu la même chose que pour le téléphone. Il y a aussi un plateau technologique, à peu près à la même année. Depuis 2018, les ordinateurs sont capables de faire quasiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'évolutions qui sont apparues depuis. Récemment, ce qu'on a, c'est l'intelligence artificielle. Donc, comme a dit Reda, c'est une façon de pousser les gens à renouveler leur matériel avec des machines qui sont capables de faire de l'intelligence artificielle
Alors après, pour quel usage, c'est à voir. Est-ce que ce sera vraiment utile? Je ne sais pas non plus. Alors le parc de PC, il y a en gros 220 millions de PC qui sont vendus chaque année. C'est un chiffre en baisse, comme on l'a vu sur les graphes avant, les téléphones montent et les PC se cassent un peu la gueule. Donc le chiffre de vente baisse pour un total de 2,5 milliards de PC installés. Donc en gros, il y a 10% des PC qui sont renouvelés tous les ans. Alors il y a aussi des solutions pour essayer de sauver les vieux PC. Typiquement, le système Linux, dans Ubuntu une distribution, marche très bien sur des PC qui ont jusqu'à 15 ans d'âge. Donc il suffit de faire une mise à jour sur l'ordinateur qui a un vieil ordinateur et on repart avec une machine qui est utilisable avec Linux dessus sans problème. Alors que dans le camp d'en face, dans le camp Windows, on a Windows 10 qui va arriver à la fin de vie en octobre 2015, dans 2025 pardon, donc dans un an. Et le prochain Windows, le Windows 11, qui est incompatible avec des PC qui ont plus ou moins 7 ans. Donc si vous avez un PC qui a plus de 7 ans, il y a de grandes chances qu'il ne marche pas avec Windows 11 et que du coup, vous ne puissiez plus mettre à jour. Et comme Windows 10 sera plus supporté, il y aura de plus en plus de problèmes de sécurité qui ne seront pas corrigés. Et donc vous serez victime de problèmes de virus, de malware et d'autres saloperies. Donc typiquement, quand vous avez un Windows, vous avez ce genre de message d'erreur où votre PC il va bien sur certains critères. Donc le démarrage sécurisé, une puce TFL, mais le processeur est trop vieux. Microsoft dit bah non, ça, ce processeur-là est trop vieux, je ne le supporte plus, il n'y aura pas Windows 11 sur cette machine. Alors que là, c'est un Core i5 7ème génération, donc c'est un truc qui a. C'est 2018, ouais. En gros 6 ans maintenant, et qui est tout à fait capable de faire marcher un système récent. Mais Microsoft décide que non, cette version-là ne sera pas supportée, donc il n'y aura pas Windows 11 sur cette machine. Il faut racheter un nouveau PC. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Parce qu'on peut critiquer Microsoft pour plein de choses, mais les versions précédentes, Windows 10 par exemple, avaient une version qu'on appelle 32 bits, donc vraiment fonctionnelle sur des très très vieilles machines, de 15 ans. Et on voyait des gens utiliser Windows 10 sur des très vieux PC. C'était plus ou moins performant, ça c'est autre chose. Mais ils n'étaient pas rentrés dans cette logique de dire là on arrête, celui-là ça fonctionnera, celui-là ça fonctionnera pas. Donc là c'est vraiment une nouveauté qui va mettre donc à la poubelle entre guillemets 10%, 240 millions de PC, c'est 10% des ordinateurs dans le monde entier. On a dit 2,5 milliards, donc on parle de 10% quand même des PC dans le monde, c'est significatif, on ne parle pas de 0,3%, un truc qui concerne personne. 10% des PC sont concernés par ce qui va se passer en octobre 2025, donc ça va vraiment marquer les esprits et vous allez en entendre parler de plus en plus parce que ça va être un scandale écologique majeur. Oui, voilà, on peut les accuser de vouloir encourager à une surconsommation. Je ne crois pas que ça soit aussi volontaire de leur part. Je pense qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et que dans leur bureau, ça leur paraît tellement logique. Quand vous écoutez les gens de chez Apple qui disent faire de l'écologie, etc., moi, j'ai envie de vomir tout de suite. Ils sont complètement déconnectés de la réalité en fait du monde actuel et des ressources actuelles. Donc, je pense même pas que ça soit intentionnel. Pour eux, c'est pas grave. Surtout sur notre planète. Oui, voilà. Quand on est dans un bureau à Seattle, on comprend pas ce qui se passe au Ghana ou ailleurs. C'est normal. Et là, comme dit Michel, le choix de limiter les processeurs, c'est arbitraire. Oui. Avant, il y avait des limites sur la quantité de mémoire de l'ordinateur ou de mémoire sur le disque. Bon, ça s'est expliqué parce qu'il fallait tant de mémoire pour que ça marche. Avec moi, ça ne marchait pas du tout. Alors que là, le processeur, il est très capable de faire marcher Windows. Et pour ça, le processeur s'est dit, non, celui-là, il ne marchera pas. Donc c'est arbitraire, c'est pas un problème technique, c'est un problème marketing. Linux va prendre Alors, l'idée, c'est que sur tous ces PC-là, on puisse mettre Linux à la place et repartir encore pendant 5 ou 10 ans avec un système Linux. C'est pour ça qu'on est là, en fait.
Et donc, si vous avez des questions, on peut débattre, des remarques. On est là pour ça. Voilà. 23 minutes. Bravo. Ah ouais, franchement, on a assuré. C'est maîtrisé, mais c'est la C'est l'habitude. Moi j'avais une question en fait pendant qu'on. Prends le micro, on entend sur le. Pendant qu'on parlait, là, j'étais en train de me poser une question. On voit les différentes versions de logiciels sur Windows ou même Linux avec les années. On a l'impression que ces versions sont toujours de plus en plus lourdes, elles prennent plus d'espace, elles ont besoin de plus de ressources. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on n'arrive pas quelque part à un plateau où on n'a pas besoin que la nouvelle version soit de plus en plus gourmande en ressources en fait? Non. C'est l'AI qui essaye de créer un nouveau besoin avec l'AI. L'impédance. Même pas sans l'AI, mais ouais, avec les effets visuels, ce genre de choses. Est-ce qu'on a besoin que les versions soient toujours de plus en plus gourmandes en énergie? Voilà. En plus vers Michel, au cas où début sur ça. Alors, là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle Tristan Nito. Tristan propose une idée assez originale, c'est... Pour l'instant, on avait la loi de Moore, dans le processeur, qui disait que le processeur double de capacité tous les 18 mois. Bon, du coup, les logiciels, on disait, Je vais te couper, attends. Ouais. C'est pas grave si mon logiciel est trop lent parce que dans 18 mois, ça sera rapide. Vas-y. Non, c'est normal. Vas-y, parle. Oui. Voilà. T'étais pas sur la bonne. T'étais pas sur la bonne entrée, t'étais sur Line. Ah, J'ai mis du temps à le voir. Ouais. Donc, la loi de Moore, c'est que tous les 18 mois, la processeur double de puissance. Donc, si le logiciel est lent, c'est pas grave parce que la prochaine machine sera assez rapide pour faire sortir. Et ce que propose Tristan Nito, c'est la loi de D-Room. Donc, Moore écrit à l'envers. C'est que tous les 18 mois, on fait des frappes qui consomment 2 fois moins de ressources. Donc, il décide 2 fois moins de mémoire, 2 fois moins de processeur. Et comme ça, pour faire marcher les machines actuelles, on pourra faire marcher 2 fois plus de programmes sur les mêmes machines parce que chaque programme nécessitera 2 fois moins de ressources. Et c'est ce qu'il faudrait faire en fait, parce qu'on ne pourra pas faire des machines tous les ans, 200 millions de machines tous les ans, c'est pas possible, ça ne va pas tenir. Et donc il faut que chaque programme fasse aussi bien avec moins de ressources. Et pour ça, il faut juste de l'ingénieur qui passe un peu de temps à optimiser les programmes, les données, etc. C'est faisable, mais il faut se donner les moyens. J'ai l'impression qu'il y a des programmes où on fait toujours la même chose avec depuis 10 ans et ils consomment plus de ressources qu'avant. Avant, ils le faisaient en consommant moins. On est dans la logique, je dirais, américaine. Il y a les Chinois et les Russes. Prenez le micro quand vous intervenez. On est dans une logique qui est la logique de l'entreprise américaine. Et les Chinois et les Russes sont en train de développer des systèmes qui sont beaucoup plus performants avec beaucoup moins de puissance. Alors, des processeurs, oui. Les processeurs chinois Longson. Ils sont en train de. Et les Russes aussi. Ils sont en train de graver des micropuces qui arrivent pratiquement au nano actuel. D'accord. Bon, ils développent, comment s'appelle l'entreprise qui fait Applied Materials, développe des systèmes de gravure. Or, eux, ils sont en train de développer des systèmes de gravure concurrents. Ils sont en train d'arriver à des productions. C'est stratégique. Non, mais c'est stratégique, oui, complètement. Oui, c'est parce que les Américains ont bloqué l'accès à certaines. Oui, mais quand on voit ce que les Américains sont en train de faire, ils ont peur avec l'histoire de Taïwan, ils ont peur. Alors, ils ont créé des implantations aux États-Unis. Alors, la principale usine de gravure était dans l'État de New York, mais l'entreprise taïwanaise, la TSMC, ils l'ont mise dans le Nevada ou dans un endroit comme ça où il n'y a pas d'eau. Oui, alors il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau, ouais. Exactement. Vas-y. Oui, c'était juste pour rappeler, il y a 20-30 ans, il y avait eu une période où les ingénieurs informaticiens étaient payés essentiellement pour optimiser des algorithmes
existants. Donc, globalement, c'était toujours manuel, qui était la façon dont il était interprété au niveau de la machine. Donc, ça a été un effort très important qui perdure, parce que ce qu'ils ont fait est maintenant disponible pratiquement partout. Donc, ça a été un métier qui a duré 10 ans. Où vraiment, ça valait le coup pour une entreprise un peu importante de payer un ingénieur à un tarif important pendant quelques années, uniquement pour reprendre tous les logiciels existants, les optimiser. Donc ça a été un point en avant, mais ça on ne peut pas réoptimiser, c'est quelque chose qui a déjà été optimisé. Si quelqu'un y a passé énormément de temps, c'est fait. Par contre, s'il y a de nouvelles applications IA, c'est là où peut-être il y aura peut-être un bond en avant au niveau de la vitesse de calcul et surtout de l'accès à de très grandes bases de données. Mais ça, c'est pour dans les années à venir. Moi, je pensais à des trucs faciles comme Firefox ou Micro. Des applications de tous les jours, comme Firefox pour aller sur Internet, LibreOffice, qui sont du coup anciennes. Avant, elles tournaient avec beaucoup moins de ressources. Et pour autant, alors je sais qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, tout ça, mais on n'utilise pas tout le temps toutes les fonctionnalités. Alors, Firefox, si on prend l'exemple de Firefox, on peut dire que c'est pas de sa faute. Le pauvre, son objectif, c'est d'afficher des pages web. Donc il est dépendant de la complexité des pages web qu'il doit afficher et de tout ce que, effectivement, les sites web maintenant font des choses qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Par contre, pour LibreOffice, je suis d'accord, même pour ouvrir le même document basique, la petite lettre qu'on a fait il y a 20 ans, on la rouvre aujourd'hui, ça demande sûrement 2 fois plus de mémoire alors qu'on ouvre exactement le même document. Alors, on pourrait critiquer Firefox en disant j'ouvre wikipedia.org en 2024 et en 2004, je devrais consommer autant de mémoire et être pas si éloigné. Et c'est vrai que voilà, les choses se sont aggravées. Moi, je vois le problème sur des ordinateurs qui n'ont que 2 gigas de RAM, par exemple, voire 4. 4, ça commence à être un problème. Ou, voilà, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, 4 c'était encore bien. Et on a fabriqué beaucoup d'ordinateurs il y a 10 ans avec 4 gigas soudés. C'est des ordinateurs aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et il faut effectivement pousser les développeurs pour leur expliquer qu'on doit avoir des logiciels fonctionnels aussi sur ces machines-là. C'est pas parce que à la FNAC, tous les PC maintenant ont 32 gigas ou 16, j'exagère, qu'il faut faire des logiciels que pour ces ordinateurs-là. Il faut effectivement montrer aux développeurs que le parc installé et donc potentiellement leurs clients, puisque les entreprises, alors pas LibreOffice, c'est différent, mais les entreprises ne fonctionnent qu'avec ça. Quel est le parc installé? Qu'est-ce que les gens utilisent aujourd'hui? Et en fonction, je vais dimensionner mes logiciels, mes produits, etc. Donc si aujourd'hui on montre qu'il y a encore un parc installé d'anciennes versions, de mémoire limitée, ben peut-être effectivement ils vont devoir s'adapter et donc adapter leur logiciel. Mais vous avez raison, les navigateurs web, ça devient une catastrophe. Vous ouvrez 4 onglets, il n'y a plus de RAM, quoi. C'est terrible. Voilà. Vous voulez qu'on se mette à réparer? En tout cas, c'est très bien parce qu'il est que 3h15. On n'a pas trop parlé longtemps, c'est super. Formidable. Merci.